Salut à tous, donc je vais vous présenter un nouveau cas d'usage. Ce cas d'usage, il est vraiment tout frais parce qu'il a été mené en février 2020. We make it clap. We make it clap. L'idée, c'est de pouvoir vous faire un retour, un show comme ça, sur une mission précise sur lequel on a été assez précis aussi et challengé sur le fait de faire une bonne phase d'idéation bien longue. Et donc c'est pour ça qu'on intègre cette vidéo à l'intérieur du format sur l'idéation. Donc, c'était pour un think tank qui est lié à la prévention routière, qui s'appelle l'UNIR. Et derrière ce think tank, l'idée c'était proposer une réflexion autour du véhicule autonome, arriver à voir comment on pouvait compenser la mobilité partagée. Et donc pour ça, on a fait un hackathon sur une journée et demie, et je vais vous en dire plus très vite. Euh, à chaque fois qu'il y a une mission design thinking à mener, il y a vraiment cette notion de core team, d'équipe cœur. Et donc là, on peut voir les deux personnes de l'UNIR, les trois personnes de l'UNIR, parce qu'il y avait aussi une thésarde qui est venue nous donner un soutien durant la journée. Euh, il y avait donc deux personnes d'un cabinet d'institut d'études qui s'appelle Moai, et donc elles avaient vraiment aussi toute cette culture qu'on a moins chez CLAP autour de bien mener des phases d'immersion, et donc arriver à faire un travail de qualité autour de ce contexte-là à l'intérieur de la mission. Et puis bah donc je me suis mis en petit en bas parce que moi j'étais en train de prendre la photo à l'intérieur de cet événement-là. Je vais commencer par vous présenter la vidéo récapitulative de la journée et demie d'atelier de co-création pour que vous puissiez arriver à voir l'ensemble des étapes qu'il y a eu et puis que ça raconte une première fois l'histoire. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a vraiment ce côté autour de revoir une vidéo pour un événement passé qui fait que on se reconnecte très vite aussi aux sensations, aux sentiments qu'on a eus, et donc c'est vraiment important d'arriver à capter des images, de la vidéo autour de ces événements-là parce que c'est beaucoup aussi à ce côté événementiel, il permet aussi beaucoup de fédérer et d'arriver à dynamiser une équipe. Donc voilà le programme en détail. Donc c'est un projet qui a commencé en mars, qui a commencé avec pas mal de meetings de cadrage, arriver à comprendre le sujet qu'on nous proposait, le sujet sur lequel on allait avoir besoin de travailler, avoir un premier atelier, donc on a appelé un atelier chapeau avec l'ensemble de la core team, celle que je vous ai présentée, et puis aussi différents autres acteurs à l'intérieur du think tank qui ont leur mot à dire, et puis que c'est aussi important d'arriver à les engager là-dessus. Et donc ils nous ont aidé à trouver le bon cadre qui allait être pertinent par rapport au travail donc qui allait être fait
par le think tank au travers de ce moment de travail en design thinking. Ensuite, donc, les équipes de Moai, donc l'Institut d'études, ont pu travailler un peu plus dans le détail, un peu plus en profondeur pour arriver à mieux comprendre le sujet, arriver à dénouer comme ça la pelote autour de la problématique, voir quelles étaient les vraies questions qu'on se posait, sur lesquelles les réponses n'étaient pas simples et limpides. Et comme ça nous a permis d'arriver à cristalliser l'ensemble de ces chantiers-là. On reviendra un peu sur cette notion tout à l'heure. Ensuite, donc, il y a eu ce moment de hackathon qui était vraiment porté sur une grosse phase d'idéation, arriver à bousculer les idées, travailler sur plein de choses et rendre les idées concrètes et tangibles pour qu'elles puissent être matérialisables et qu'elles existent grâce à ça. Ensuite, une phase de consolidation de l'ensemble de ces livrables. Et puis après, donc, un atelier de débriefing pour arriver à reporter un petit peu l'ensemble des éléments. Là, en l'occurrence, pour ce cas précis, l'atelier de débriefing, il n'a pas encore eu lieu. On s'est retrouvé avec un planning qui a pas mal guidé sur donc mars 2020 avec tous ces sujets autour de la crise. Et donc, bah, ça va être mené d'une manière un peu plus online, tranquillement. Là, on est en train de bien finir la consolidation des choses. Donc, donc un atelier chapeau, puis après une journée et demie sur lequel on a utilisé le processus design thinking. Et vous avez vu là à l'intérieur du schéma qui vous est maintenant familier du design thinking, on voit deux phases d'idéation parce qu'on a vraiment pris le temps d'aller diverger, converger et de les obliger à rediverger, de les obliger à reconverger avant d'aller travailler sur des prototypes pour s'assurer que les idées soient les bonnes, qu'elles soient bien différentes les unes des autres. Et donc ça apporte vraiment pas mal de valeur. Donc maintenant, on va revenir en focus sur le premier atelier. Donc l'atelier chapeau avec les équipes du think tank de l'UNIR, où on a travaillé sur différentes tables pour arriver à mieux comprendre le challenge et arriver à l'intérieur de ce challenge-là à trouver créer différents personas qui pouvaient être des usagers de la route et arriver à voir dans quel contexte ils pouvaient être mis en relation avec donc les véhicules autonomes, parce qu'on a un sujet sur les véhicules autonomes. Donc on les a fait plancher comme ça pendant un atelier chapeau de 3-4 heures. Voilà le challenge tel qu'on a réussi à l'écrire avec eux, qui est donc le challenge qu'on va donner aux personnes pour le hackathon. Nous cherchons des idées de signalisation multisensorielle pour organiser, fluidifier et sécuriser notre futur espace de mobilité partagée en incluant des engins sans conducteur. C'est vraiment le prise de position. Peut-être qu'il n'y en aura jamais qui vont arriver sur l'espace public des engins. On s'en fiche de savoir si ce sera une réalité ou pas et quand est-ce que cette réalité arrivera. On prend le parti pris de se dire que c'est dans cet univers fictionnel qu'on va placer l'ensemble des participants et c'est à partir de ce point de départ-là qu'on va leur donner la possibilité de co-construire, de co-créer. Et donc pour que ce soit vraiment clair, on a fait travailler l'ensemble des personnes à l'intérieur de l'atelier chapeau, l'ensemble des personnes du think tank pour qu'ils nous créent 5 cas d'usage différents, des cas d'usage qui précisent pour une personne donnée qui elle est, quel est son quotidien, quelles sont ses craintes et surtout revenir sur le zoom sur quels sont ses besoins en matière de signalisation, quelles sont les grandes questions qu'elle se pose, comment elle va dans ce cas-là en l'occurrence partager la voie en tant que vélo, qu'est-ce qui va se passer sur un sujet autour des robots taxis qui vont pouvoir l'emmener au supermarché, enfin voilà, d'arriver à guider des questions super précises pour que ça devienne un beau territoire d'opportunités bien concret pour que l'ensemble des participants ne se reposent pas des questions et n'ouvrent pas le sujet plus large, parce que sinon les solutions qu'ils vont trouver, elles seront plus pertinentes à l'intérieur du cadre dans lequel on a besoin. Donc on les a fait travailler sur 5 cas d'usage comme ça. Et puis, on les a fait travailler sur donc les différents cas d'usage et qui seront plus tard présentés à l'ensemble des personnes. Et donc, c'est ce travail-là qui est issu de la consolidation post-atelier chapeau donc par les équipes de Moai sur cette phase d'immersion qui a permis de donner le brief de départ. Et donc, on va le voir, une mini-introduction, une phase d'immersion pour arriver à démarrer la journée 1. Puis après, on s'est lancé directement sur une grosse phase d'idéation avec tout le monde et ainsi de suite. Donc, pour avancer, donc phase d'introduction avec des personnes du think tank, phase d'introduction par les personnes de Moai et les personnes de Clap pour arriver à bien mettre le contexte
texte à l'intérieur de cet atelier-là. On peut le voir là, des participants qui se connaissent pas encore les uns les autres et qui sont encore sur une phase où ils se disent à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cet atelier-là. Et donc c'est important de bien donner les bonnes bases, les bons socles. Le sujet est vraiment pas facile. C'est pas sur du concret tout de suite sur lequel je suis usagé, mais c'est un petit peu dans le futur. Et donc il a fallu réussir à bien donner tout ce contexte-là. Et ensuite, donc on a lancé les équipes, leur proposer un jeu, un petit icebreaker comme celui du blason d'équipe pour réussir à se trouver des valeurs communes sur lesquelles ils vont pouvoir essayer de se connaître, se faire confiance en tant que groupe avant de les faire commencer à travailler sur le challenge. On leur a présenté donc le challenge et puis après je vous remets les slides, je ne vais pas les lire avec vous mais c'est pour que vous puissiez les avoir en tête si vous avez envie de creuser un petit peu ce sujet-là, de bien donner le cadre. Qu'est-ce que la solution devra être? Qu'est-ce qu'elle ne devra pas être? Et ça c'est quelque chose qui est affiché au mur, qui est posé et qui permet à tout le monde de pouvoir y accéder à n'importe quel moment. D'avoir aussi bien quelles sont la notion d'avoir un bon succès à l'intérieur de la fin de cet atelier-là, pour s'assurer qu'on ait bien les valeurs partagées ensemble et qu'on sache bien ce sur quoi il faut aller chercher. Il y en a où ça peut être faire monter en compétence les équipes et donc le sujet c'est un sujet excuse. Il y en a d'autres c'est consolider une équipe et donc le sujet c'est encore un sujet excuse. Là on avait vraiment besoin de sujets de qualité et donc ça c'est affiché pour tout le monde et comme ça on est bien au clair. Idem de bien définir quels sont les livrables, qu'est-ce que les participants vont devoir livrer à la fin de cet atelier, sans quoi l'atelier ne va pas être un succès, donc on va vraiment avoir besoin de tout leur courage et toute leur énergie pour bien répondre à l'ensemble des livrables. Et d'annoncer ce qui va se passer aussi post-atelier. Qu'est-ce qu'on va faire de votre matière? Et pourquoi est-ce qu'on va réussir à les remettre dans un tout un peu plus grand qui va faire qu'on va apporter de la valeur par rapport à notre sujet et qu'on va vraiment réussir à creuser de manière globale le sujet et que ce qui va sortir des ateliers, c'est pas de l'énergie juste pour se faire plaisir sur un événement, mais que ça va pouvoir être porté plus loin. Donc ça, c'est toute la partie introductive. Et donc après, on a pu lancer donc la première phase, la phase d'immersion. Pour chacun des groupes, on leur a imposé un cas d'usage sur lequel ils ont pu aller travailler. Et notre technique, ça a été de se dire, retranscrivez ce que vous avez compris du cas d'usage et les grandes questions qui sont posées à l'intérieur du cas d'usage sur un autre médium. Et donc là, on a proposé un plateau avec les Lego et ça leur a permis à tous de s'obliger à aller comprendre les informations qu'il y avait à l'intérieur des cas d'usage pour pouvoir les reporter à l'intérieur d'un autre format comme ça et puis bien de pointer du doigt l'ensemble des choses et donc de s'approprier le cas et de continuer à consolider le groupe. Et donc après, on les a mixés, que les groupes aillent découvrir le travail des autres aussi pour comprendre que les questions étaient différentes, qu'elles tournent tous autour de la même problématique, et donc de réussir à bien voir que on a vraiment des questions super précises sur lesquelles on va aller faire tout le travail d'idéation. Donc ça, c'était notre première chose. Et donc après, les phases d'idéation. Une grosse phase d'idéation double. Il y a tout ce qui est autour de la posture créative pour s'assurer que les personnes soient bien dans le bon moule pour réussir à lancer un brainstorming. Donc arriver à se dire qu'on ne va pas être jugé à la première question, qu'il faut arriver à avoir de la quantité et pas de la quantité et pas de la qualité, qu'il va falloir réussir à rebondir sur les idées des autres et donc d'arriver à bien projeter ce moule-là, c'est vraiment important parce que sinon à la première idée, on va essayer de la détailler, de la construire et c'est vraiment pas l'objectif. Il y a vraiment cet objectif de d'abord avoir un panorama d'idées et ensuite on va aller les trier. Ce qu'on dit souvent, c'est une première phase d'idéation qui va être individuelle et cela pour permettre de sortir toutes les idées qu'on va avoir à l'intérieur de soi. Donc d'abord se refermer sur soi et de se dire je vais essayer de trouver plein d'idées différentes pour me rendre compte que j'en suis capable de trouver des idées, qu'on me permette de sortir tout ce que je peux avoir en tête et donc grâce à ça de sortir de cette phase-là. Ensuite, donc on a proposé une phase d'inspiration avec donc un innovation landscape, donc des posters inspirants qui vont donner des feedbacks extrasectoriels qui arrivent dans d'autres cultures, qui peuvent être liés à d'autres mondes que le monde
précis dans lequel on travaille, pour arriver à bien ouvrir les champs et pour s'assurer que tous les participants aussi vont être au bon niveau sur la thématique. Ça permet de s'assurer que le socle des idées, eh ben, il sera au moins à ce niveau-là et qu'on va pouvoir aussi bouger autour. Ça permet de s'assurer un premier référentiel aussi. Donc ça, c'est une phase après l'idéation libre pour réussir à inspirer tout le monde et les poser un peu plus loin. Ensuite, une phase d'idéation contrainte, arriver à poser plusieurs questions et qu'autour de ces questions-là, le groupe entier arrive à trouver une ou plusieurs nouvelles idées en plus, et donc ça permet de sortir encore plus loin, d'aller chercher des idées encore de manière un peu plus large. Ça peut être des idées un peu plus perchées, ça va pas forcément être des idées qui vont être les bonnes pour pouvoir être créées après, quoique ça arrive souvent en fait qu'on soit surpris parce que c'est vraiment ce côté intelligence collective qui se met en place, on bondit sur l'idée des autres, ah ouais c'est vrai, et puis il y a ça, et puis on pourrait rajouter ça, et donc ça fait des idées qui sont plus étoffées, souvent, créées par le groupe comme ça. Puis ça permet aussi de créer une bonne dynamique aussi, de se dire, ah bah ouais, en fait, les idées que j'avais eues tout à l'heure, on est capable aussi de les avoir en groupe, donc je lâche prise un petit peu sur moi et mon idée que j'avais trouvée, et je commence à créer avec le groupe des idées. Donc ça permet d'avoir une multitude d'idées. Et ensuite, donc, tri des idées. Donc, nous, on a une matrice qu'on aime bien qui s'appelle machine à laver, poubelle, trésor, qui va permettre d'aller trier les idées de différentes parties. Et grâce à ça, de pouvoir se rendre compte que certaines sont très court-termistes, celles qui vont être dans le trésor, elles sont bien, mais elles ne sont pas forcément les bonnes pour pouvoir aller travailler dans un contexte comme ça, design thinking un peu étoffé. Poubelle, ça permet de trier les idées, de les dégager, celles que on s'est amusé à avoir qui sont techniquement pas faisables ou qui apportent pas une bonne proposition de valeur pour l'utilisateur ou qui sont trop loin de l'organisation et donc qui pourraient pas être menées. Et dans machine à laver, c'est les bonnes idées, celles qui vont avoir besoin d'être encore retravaillées, d'être encore tournées un petit peu dans plusieurs directions pour arriver à en sortir une vraie idée qui a de la valeur. Et après, donc, là, ce qu'on avait dit, c'est que dans chacun des groupes de 6 personnes, on leur a demandé de prendre 3 idées à l'intérieur de la machine à laver, les 3 idées les plus pertinentes, et de créer une première affiche de pub, un poster, donc là, nous, on l'a appelé la publicité Facebook. L'idée derrière ça, c'est un peu une notion de pré-prototypage, d'arriver à consolider une idée, juste pour s'assurer que les gens ils sont d'accord sur 3 mots sur un post-it, mais en fait, derrière ça, il y a beaucoup plus d'informations qui sont dissonantes entre les différents participants. Et donc, de leur faire écrire la proposition de valeur vers l'utilisateur et pas regarder comment ça marche derrière dans l'idée, mais juste se focaliser sur la proposition de valeur avec cette publicité, et ben, on permet de se mettre d'accord sur une idée. Et c'est avec ça qu'on les a laissés aller travailler toute la nuit. Là, c'est ma blague. L'idée derrière ça, c'est vraiment pas de continuer à construire et consolider toute la nuit autour des idées. Ça se fait beaucoup dans certains types de hackathons, ceux sur lesquels il y a vraiment besoin d'une ressource toute la nuit pour aller exécuter, pour aller développer des lignes de code par rapport à un sujet précis. Là, dans les hackathons qu'on fait, où c'est plus du travail sur l'idée, qui sont normalement plus appelés même innovatons, créatons, ça va vraiment être dur d'aller tenir toute la nuit comme ça pour aller bosser à l'intérieur de cette typologie d'idées et d'arriver à les creuser pendant toute la nuit. Donc nous, on recommande plutôt une bonne nuit de sommeil, que chacun reparte dans son coin, qu'on arrive à dormir sur nos 2 oreilles, dormir sur les idées, et comme ça, on revient beaucoup plus au clair le lendemain. Et c'est là que le deuxième diamant d'idéation, on l'a provoqué avec un outil qui s'appelle Scamper. Derrière Scamper, c'est un acronyme donc pour dire comment est-ce que je vais réussir à bousculer chacune des 3 idées pour arriver à voir qu'est-ce que je peux lui substituer pour qu'elle devienne mieux, qu'est-ce que je peux, avec quoi je pourrais la combiner pour qu'elle soit mieux, avec quoi je pourrais adapter mon idée pour la changer, la modifier, proposer des choses nouvelles, éliminer ou réorganiser. Il y a vraiment cette notion de balance autour de tirer une idée dans plusieurs directions et donc on rouvre une phase de divergence en idéation autour de ça sur l'ensemble des 3 concepts, sur l'ensemble des 3 idées. Et ça permet donc
de mieux les comprendre. Après donc ces trois idées, eh ben, on a fait un autre outil qu'on appelle donc PitchPong qui permet donc d'aller contrebalancer les idées. Je vais à la rencontre de quelqu'un d'autre qui n'est pas de mon groupe, lui présenter mon idée pendant 3 minutes, je récupère des feedbacks pendant 2 minutes, puis il me présente son idée pendant 3 minutes, puis je lui donne des feedbacks pendant 2 minutes. Et ça permet donc d'avoir comme ça ce jeu où ça permet de pousser toutes les idées vers le haut en disant ah mais t'as un bon angle d'attaque, il est super intéressant, moi sur mon idée qui est différente de la tienne, et ben je pourrais le voir comme ça aussi. Et donc ces allers-retours là, ça a permis aussi de bien maximiser la qualité des idées. Et donc ça fait phase de divergence, phase d'émergence, on est en train de tous de bousculer ces idées, et puis bah donc après phase de convergence. On se repose, on regarde les trois idées différentes avec les feedbacks qu'on a eus, et puis on va essayer d'en choisir une. Et à ce moment-là, eh ben, la core team, elle a aussi beaucoup de valeur parce que eh ben, elle va permettre aussi d'aller choisir une idée par rapport à une autre, se dire ah bah en fait on a 7 autres groupes qui travaillent sur une idée qui est proche de la leur, est-ce que tu veux pas leur donner ton concept et comme ça toi tu travailles plutôt sur ta deuxième idée qui est aussi une idée à forte valeur, qui est une idée intéressante. Et ça permet vraiment d'avoir la bonne balance et de s'assurer qu'on a bien 5 idées différentes en fonction des 5 groupes projets pour s'assurer qu'on ait des livrables différents à l'intérieur de notre hackathon à la fin et donc que ce soit plus intéressant pour la suite. Suite à ce double diamant d'idéation, on a été attaquer les 2 grosses dernières parties de la journée avec le fait d'aller consolider des prototypes pour chacun des groupes de 6 personnes autour d'une idée sur laquelle ils ont été obligés de la rendre concrète et tangible cette idée-là pour pouvoir essayer d'aller déjà la concrétiser avec le groupe. Ça aide encore à faire du storming, se dire ah mais moi je suis pas d'accord avec ça, ah mais moi je pense que ça marche bien. Donc ça a aidé à pousser les idées vers le haut. Et puis bah, surtout ça a permis d'aller pouvoir les confronter avec des usagers de la voie publique directement pour réussir à les présenter. Là, c'est un exemple de pare-brise qui va donner une information au conducteur de derrière, et donc une première mise en situation, le fait de générer de l'interaction, et ben ça permet aussi d'aller se projeter un petit peu plus avec donc ces guérilla tests, ces tests urbains assez enfin bien structurés, mais où on va aller chercher des gens qui n'ont pas choisi d'être testeurs. Et ben ça a permis de récupérer des nouveaux feedbacks. Ensuite, on a itéré sur les solutions, donc il y a vraiment ce côté itération rapide sur les prototypes, arriver à consolider tout un dossier projet qu'on leur avait préparé pour réussir à voir où sont les idées. Et puis finir donc ce hackathon avec un pitch et puis un vote du public. Là, l'idée, il n'y avait pas de prix à la clé, il n'y avait pas une idée qui allait pouvoir être portée par rapport aux autres. Et donc, un petit vote du public, bah, ça a permis juste d'avoir une phase de petits fun à la fin et puis bah, d'arriver quand même à se positionner. Il n'y avait pas vraiment de gagnant, mais ça permettait de voir une bonne mise en concurrence des uns avec les autres dans un cercle sain. Et donc ils ont présenté leurs idées, et puis bah, derrière, remerciements par les sponsors et par l'équipe à l'intérieur du hackathon. Et donc surtout, on en arrive au post-hackathon, parce qu'on ne fait pas un hackathon juste pour se faire plaisir et pour se faire plaisir. Donc pour chacun des groupes, donc on a constitué un dossier projet avec l'ensemble des éléments et surtout l'un des éléments les plus importants à l'intérieur de ça, c'est le pitch qui a été filmé en vidéo pendant le hackathon, qui a permis de remettre aussi plein de mots et des précisions sur comment ça se passe et qui permet à froid de pouvoir aller vraiment capitaliser sur les choses. Et donc nous, ce qu'on fait chez Clap, c'est de créer des petits mini-sites comme ça qui vont recollecter l'ensemble des éléments. Donc il y a la vidéo récapitulative, il y a l'ensemble des slides qu'on a utilisés pour ce hackathon-là, pour réussir à driver les participants. Et puis bah, pour chacun des 5 projets, d'avoir les slides et puis les vidéos. Et puis bah, donc je vous laisse découvrir avec le lien qui est juste en dessous. Tout l'ensemble sur ce projet-là pour que vous puissiez bien voir comment on a consolidé l'ensemble de ces livrables. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé sur la phase de brief, la phase de cadrage, l'atelier chapeau pour arriver à construire l'ensemble des éléments de la phase d'immersion, les phases d'études en termes d'immersion. Donc la partie hackathon, le nœud le plus gros autour de la phase d'idéation.
la consolidation de l'ensemble des livrables. Et puis, bah, l'idée derrière maintenant, c'est que cette matière-là, l'objectif pour ce projet-là, c'est de réussir à donner des pistes prospectives pour différentes personnes qui travaillent dans le monde du véhicule autonome et qu'elles puissent avoir des informations là-dessus. Et donc le think tank est en train de consolider un petit livrable, un petit guide qui permet d'inspirer sur des potentialités autour de ça. Et donc ça, ce sera vraiment le livrable final de cette phase de mission design thinking pour la prévention routière. Voilà le cas que je vous ai présenté. C'est très dense en informations, on en est super conscient. L'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter à y revenir sur plusieurs des phases. J'ai essayé de faire un focus sur la phase d'idéation, mais il y a beaucoup de choses aussi autour du cadrage qui sont assez importants autour de cette vidéo-là. Donc, on vous laisse la regarder plusieurs fois et puis revenir vers nous pour qu'on puisse aussi interagir et vous donner des We make it clap. We make it clap. compléments d'infos. Trop cool de partager ça avec vous. À plus!